Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde pour ce nouveau numéro de Kiosque, le rendez-vous des journalistes francophones de la presse internationale. Au sommaire cette semaine, c'est donc parti pour l'opération Sangaris, 1600 soldats français déployés en Centrafrique, une mission que la France veut rapide et efficace. Alors la France est-elle à nouveau le gendarme de l'Afrique? La question peut se poser à l'issue du sommet pour la paix et la sécurité qui s'est tenu à Paris. Pour François Hollande, l'Afrique doit assumer elle-même sa sécurité, oui, mais avec quels moyens? Et puis la planète Mandela est en deuil, hommage unanime à travers le monde pour le père de la nation arc-en-ciel. Justement, tout de suite, place à l'édito de Julien Brune, comme quoi Mandela, l'immortel, était finalement bien mortel. Donc Nelson Mandela est mort. Ce n'est pas un scoop, et pourtant cela sonne encore quelques jours après, comme une nouvelle incroyable quand il était entré vivant dans nos mythologies. On avait fini par croire qu'il n'était ni vivant ni mort, mais simplement ailleurs, au-dessus. Ainsi, cet homme qui planait dans des espaces éthérés en saint protecteur de l'humanité, cet homme était donc un simple mortel ? Son élévation à ce statut de saint vivant, il la devait à lui-même, bien sûr. Un mérite qu'il prenait d'ailleurs bien soin d'abaisser, tel un véritable saint. Il la devait aussi d'avoir su transformer une libération en réconciliation. Mais il la devait d'abord, si l'on peut dire, à son ennemi d'hier, l'apartheid. Dans le monde d'après-guerre qui cherchait à en finir avec un racisme interne à l'Europe qui venait de faire tant de morts, dans un monde qui entamait aussi sa longue marche, à reculons, mais une marche quand même, vers la décolonisation, ce qui était vraiment inacceptable, c'était l'institutionnalisation en droit de la ségrégation. Celle-ci transformait automatiquement tous ceux qui luttaient contre elle en héros, non pas seulement de l'Afrique du Sud ou de la cause noire, mais de l'humanité tout entière. Ainsi, les promoteurs de l'apartheid promouvaient du même coup leurs victimes. Et ils n'avaient rien trouvé de mieux en plus pour neutraliser l'avocat Mandela que d'en faire 27 ans durant un martyr à la fois enfermé et visible depuis n'importe quel point du globe. Grâce à quoi l'humanité entière était devenue son ami et lui, l'ami bienveillant, ni vivant ni mort, de l'humanité. Voilà, je vous présente les kiosqueurs du jour avec notre invité Marie-Roger Biloa d'Africa International, Christian Rioux, Le Devoir du Québec, bienvenue Christian, et puis un nouveau venu dans Kios, Asbel Lopez, correspondant à Paris d'El Tiempo, un quotidien colombien, et puis autre nouvelle venue, Yihan Hu de China Business News. Voilà, donc l'Afrique du Sud est en deuil, on va regarder ces images, depuis ce matin, le pays a entamé 10 jours de deuil officiel pour rendre hommage à Nelson Mandela dans les églises notamment et dans la rue, partout on rend hommage au père de la nation. Ici c'est son village natal, Mvezo, là où il est né, donc on lui a rendu hommage ce matin, on danse, on chante les louanges de Nelson Mandela et puis point d'orgue de ces célébrations ce sera sans doute mardi avec une grande cérémonie au stade de Soweto et les obsèques auront lieu dimanche prochain avec une longue liste d'invités officiels du monde entier. On va regarder tout de suite cette une avec le Mail and Guardian, donc beaucoup de unes évidemment, on va essayer d'en regarder quelques-unes ensemble. C'est un quotidien sud-africain avec évidemment Nelson Mandela avec le poing sur le front. Et nous allons retrouver en direct avec nous depuis Johannesburg Liesel Vautran. Bonjour Liesel. Bonjour. Voilà, c'est le quotidien pour lequel vous travaillez, Liesel. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Oui, bonjour Isabelle. Non, c'était 2 jours vraiment très très durs, je pense que pour tous les Sud-Africains. Depuis, c'était vendredi matin, on s'est réveillé avec la nouvelle que Mandela n'est plus avec nous. La père de la nation est mort. On s'attendait quand même depuis plusieurs mois de cette nouvelle. Il était très malade, il était à l'hôpital jusqu'au mois de septembre quand il est rentré chez lui. Mais même le choc était là, la tristesse. Ce matin, je suis allée à Soweto, à sa maison où il a vécu et où sa famille a vécu pendant qu'il a été en prison sur Robben Island au Cap. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont là, ils amènent des fleurs, des petites notes, des petits cadeaux à travers toute l'Afrique du Sud. Vraiment, ces 2 jours où c'est aussi une occasion pour les Sud-Africains de
revoit notre histoire. Tout le monde témoigne à la radio, à la télévision, dans les conversations du ministre jusqu'aux simples fonctionnaires. Je veux dire, il y a une conversation qui est entamée sur Nelson Mandela, mais c'est aussi notre propre passé, 20 ans après la fin de l'apartheid. Et bien évidemment, est-ce qu'on a fait honneur à Mandela de construire l'Afrique du Sud, un pays qui est démocratique et libre, où tout le monde et les droits de l'homme sont respectés pour l'avenir. Alors, Liesl, vous restez avec nous, évidemment. On va regarder ensemble. Je le disais, on n'a pas pu passer toutes les unes. En fait, il y a quasiment pas un pays au monde qui n'a pas fait sa une sur la disparition de Nelson Mandela. Regardez à l'écran, tout d'abord, eh bien, quotidien, votre quotidien, Christian Rioux, Le Devoir, qui a fait sa une. Hein, le père de la nation sud-africaine s'éteint avec cette photo de Nelson Mandela. Autre quotidien qui a fait sa une sur Mandela, qui vient de Colombie, El Espectador, en titrant justement immortel, hein, peut-être. C'est ce que nous disait Julien Brune hein, dans son édito il y a un instant. Autre une qui nous vient de Chine, Global Times Weekend, Le Monde pleure Mandela. Voilà, tous les pays que vous représentez évidemment ont fait leur une sur Nelson Mandela. Et puis cette une du Sud, quotidien sénégalais, Le Lourd Héritage, justement, on en parlait il y a un instant avec Liesl Love-Trovan depuis Johannesburg, peut-être Marie-Roger Biloa, avant de parlons d'héritage, parlons de la personnalité que vous avez d'ailleurs rencontrée, Nelson Mandela, il y a quelques années. Quelques années, il y a beaucoup d'années, parce que c'était quelques semaines seulement après sa libération. J'étais partie en Afrique du Sud pour le compte du journal, pour lequel je travaillais à l'époque, et je sais qu'avec l'objectif d'avoir une interview de lui, il fallait passer par un bureau qui était tenu à l'époque aussi par un personnage historique, Ahmed Kathrada, qui était un compagnon de lutte de Nelson Mandela. Et je me souviens, il m'avait montré les piles de demandes, toutes les grandes chaînes, les grands journaux mondiaux. On vous a vu à l'écran, là, à côté de Nelson Mandela pendant l'interview. Voilà, et il me disait, c'est juste pas possible. Si vous avez 6 mois, on peut en parler. Mais là, c'est... Et je m'étais accrochée, je l'ai suivi jusqu'à Kounou, son village, là où il va être enterré. Et après beaucoup de péripéties, j'ai réussi à obtenir une demi-heure avec lui, isolé, une interview qui était donc la toute première en France après sa libération. Et c'était un moment, évidemment, historique, c'est banal de dire ça. Mais... Là, c'était cette photo que l'on voit ici, que vous avez ramenée de votre reportage. Voilà, c'était justement au moment où il se rendait à Kounou, c'est ça ? À Kounou, 30 ans après, c'était la première fois qu'il retournait dans son village natal, parce qu'il est resté 27 ans en prison, mais il n'y était pas allé avant non plus, ça faisait 30 ans en tout. Et donc j'ai assisté aux retrouvailles avec sa terre natale, ses demi-frères, puisqu'il était un fils de polygame. Et c'était une fête gigantesque, mais avec très peu de moyens. C'est-à-dire, c'était juste la joie des gens. Le lendemain, on a grillé du bœuf direct sur le feu comme ça. Et c'était très simple, bon, avec beaucoup de presse qui se bousculait autour de lui. Et il est resté toujours très serein, il s'énervait jamais, et il se montrait jamais stressé, malgré tout. Et donc, l'interview, je me souviens qu'il avait... il y avait 2 moments importants. Le premier, lorsqu'il parle de ce qu'il allait faire en Afrique du Sud. Et là, c'est une partie qui a été un peu controversée. Après, parce que sa vision de l'économie, à l'époque, commençait un peu à dater. C'était pas particulièrement favorable à l'économie de marché. C'était un peu dirigiste. Mais il le disait avec beaucoup de circonspection. On sentait qu'il n'était pas très, très sûr de son coup. Et le deuxième instant était un moment où il me parlait de sa femme, Winnie. À l'époque, Winnie était dans la presse partout. On l'accusait d'être complice d'un meurtre d'un petit garçon, le fameux Stompy. Et il n'y avait que ça dans la presse. C'était absolument épouvantable. Et je lui ai demandé ce qu'il ressentait. Il est resté très silencieux. Il m'a juste dit, vous savez, si je n'avais pas été en prison, tout ça ne serait pas arrivé. Il se sentait toujours coupable d'avoir laisser Winnie seule, une jeune femme comme ça. Je vais peut-être demander à Liesl, si elle est toujours avec nous depuis Johannesburg. Quel souvenir vous avez, vous aussi, de Nelson Mandela, Liesl ?
Oui, j'ai beaucoup de souvenirs comme Marie-Roger. C'est un homme vraiment qui, juste sa présence, quand on le regarde, quand on le salue, il a une stature, une dignité, une sagesse. Et aussi, il a toujours un petit mot pour le cuisinier qui a fait le dîner. Moi, j'étais en un voyage avec Graça Machel, sa femme, et Mandela en 99, quand il est allé dire au revoir. C'était la fin de son mandat, son unique mandat qu'il a fait. Et c'était en Suède, en Norvège, dans les pays scandinaves, comme ça. Et moi, je me souviens très bien que nous, les journalistes, on était avec des caméramans, on était dans le froid, dehors, dans la neige. Et Mandela est venu à chaque fois nous demander est-ce que ça va, est-ce qu'on veut entrer. Il a bousculé tout le programme. Les dîners arrivaient toujours en retard parce que Mandela voulait tout le monde à la main. En plus, il était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Je pense que ces derniers jours, on a beaucoup parlé de ça. Je me souviens lors de ce voyage, il disait à tout le monde, bon, mais la prochaine fois que vous venez en Afrique du Sud, vous arrivez à l'aéroport, il voyait un vieux monsieur avec un pancarte qui dit Old man, no job, vieux monsieur qui cherche du travail, ce sera moi. Ouais, il répétait cette petite blague partout où il va aller. Tout le monde peut contester de son humour, son humanité. Vraiment, c'était quelqu'un, c'était impossible de ne pas être touché par lui. Et les plus redoutables, extrême droite, qui étaient farouchement contre Mandela dans les années 90, tout le monde a tombé sur le charme de Mandela. Justement, Marie-Roger, vous avez assisté aussi à ces accords qui ont été déterminants pour l'Afrique du Sud. Hein. Tout à fait. C'était une période où se passait quelque chose tous les jours. Et là, les accords de Grotescure, c'est la résidence présidentielle près du Cap. Et c'était la base, ils jetaient les bases de ce qui allait se passer après, notamment l'arrêt de la violence, qu'on appelait la violence. C'était une période très chaude. Quand Mandela est sorti de prison, c'était des émeutes partout. C'était pas une période calme. Et concernait aussi la libération des camarades de Mandela qui étaient en prison et le retour d'exil de ceux qui étaient un peu éparpillés dans le monde et en particulier dans les pays de la ligne de front. Et depuis sa libération, certains étaient là, étaient revenus, notamment Joe Slovo. Je ne sais pas si on voit la photo. Si, on va regarder, on l'a vu, et en effet, on voit que derrière, il y avait donc... C'était les ennemis qui se retrouvaient tous rassemblés, finalement. Absolument, c'était une photo extraordinaire. Donc, on avait d'un côté Pik Botha, qui était le symbole de l'apartheid, de partout où il était. Je me souviens, nous, mouvement anti-apartheid, c'était des noms qui étaient honnis. Et il y avait donc Joe Slovo, qui était un camarade de lutte de Mandela, mais lui qui avait été en exil, qui est revenu. Sa femme Ruth First avait été tuée par une bombe, une lettre piégée des services sud-africains. Et là, en haut de l'image, on le reconnaît à peine. Hein, on le voit, il y a Jacob Zuma, barbu, qui était derrière. On avait aussi Walter Sisulu, qui était un personnage très important, il est décédé depuis, qui avait recruté Mandela dans son cabinet d'avocat à l'époque, à ses débuts. Et sa femme aussi, Albertine, et puis les responsables de l'ANC. Et je voudrais signaler aussi, il y avait Beyers Naudé. Beyers Naudé est un afrikaner, un prêtre qui était membre de l'Église, qui avait légitimé l'apartheid en disant que c'est voulu par Dieu. Mais à un moment donné, au moment des émeutes de Soweto, en 1976, qui s'est dit tout ça n'est pas normal. Il est revenu en arrière, il a dit Dieu ne le veut pas, c'est pas écrit dans la Bible. Il a fait une campagne très forte. Il a eu beaucoup de problèmes. Il est aussi sur la photo parce que il méritait d'y être. C'était des gens qui ont payé de leur personne pour une solution pour la fin du racisme institutionnalisé en Afrique du Sud. On va peut-être poursuivre le débat avec... alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel héritage de Nelson Mandela au Canada, par exemple? Quels ont été les liens entre le Canada et l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid et du temps de Mandela?
Le Canada et l'Afrique du Sud ont une vieille histoire commune, très, très vieille. Pour commencer par l'histoire récente, moi je me souviens de la visite de Mandela à Montréal, 6 mois à peu près après sa libération. La ville de Montréal était une des rares villes dans le monde qui, à chaque fois qu'on soumissionnait à la ville, on cherchait, on enquêtait, on essayait de voir s'il y avait des liens avec l'Afrique du Sud, s'il y avait des investissements en Afrique du Sud, et s'il y en avait, on refusait les contrats. Donc la ville de Montréal était tout à fait exemplaire de ce côté-là. Un boycott avec le régime d'alors. Oui, et il avait fallu attendre toute la fin de l'ère Trudeau pour arriver à ça. Étrangement, c'est pas la gauche chez nous qui a développé le boycott de l'Afrique du Sud, c'est Brian Mulroney, un conservateur qui s'est fait, d'une certaine façon, le champion dans le Commonwealth du boycott de l'Afrique du Sud. Un boycott dont on ne sait pas trop quels ont été les effets. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que le boycott n'a pas servi tellement à aider l'Afrique du Sud parce que pendant toute la période du boycott, le commerce extérieur de l'Afrique du Sud augmentait. Il se développait. Donc, c'est un boycott dont on ne connaît pas exactement. Mais je dirais que le lien du Canada avec l'Afrique du Sud a des aspects, je dirais, moins brillants ou qu'on admire un peu moins. L'Afrique du Sud, vous savez, a été un dominion britannique à partir au 19e siècle et au 20e siècle, avant 1961, avant la véritable fondation de l'apartheid. Et c'est donc un pays qui a des liens communs avec le Canada. C'est les mêmes compagnies minières, c'est les mêmes colons, c'est les mêmes colonialistes qui sont au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. On est vraiment dans la même famille politique, la même idéologie. Au milieu du 19e siècle, on crée des réserves. Hein? On crée des réserves au Canada, on en crée aux États-Unis et on en crée en Afrique du Sud. On invente, je dirais, d'une certaine façon, c'est dans cette idéologie qu'on invente ce qui va être l'apartheid par après. Apartheid qu'on n'arrive à peu près plus à imaginer aujourd'hui. Hein? Imaginer un système de ségrégation totale entre 4 ethnies, pas 2, hein? Pas seulement les Noirs et les Blancs, il y avait aussi les Asiatiques qui avaient leur précaré, et il y avait les Métis. Même les Métis n'avaient pas, dans toutes les sociétés, les Métis ont eu accès à la société blanche. Pas dans ce cas-là. pas en Afrique du Sud. C'est inimaginable. Et donc, il y a toute une histoire commune comme ça entre le Canada, ce qui fait que le Canada, d'ailleurs, a encore aujourd'hui des réserves indiennes. Imaginez l'héritage aujourd'hui où on n'arrive plus au Canada à se débarrasser de nos réserves indiennes qui sont à la fois des ghettos, des lieux de confinement, mais en même temps des lieux dont les Indiens ne veulent pas non plus se débarrasser étrangement. On va justement demander à Yuhan Hu quels sont les liens. Alors, est-ce que là-bas aussi, en Chine, Mandela reste une icône? Est une icône Bien aussi? sûr, on peut constater dès le lendemain de cette triste nouvelle que sur les réseaux sociaux chinois, les internautes parlaient beaucoup de lui, il y avait beaucoup d'émotions. Dans les médias aussi, les télévisions chinoises, que ce soit la télé centrale ou bien les télévisions ailleurs, à Hong Kong, à Taïwan, elles ont tous diffusé une clip de chansons du groupe Beyond, qui était le groupe majeur sur la scène hongkongaise des années 80. En fait, dans cette chanson intitulée The Glory Days... je crois que vous nous avez donné le lien, on va l'écouter quelques instants. Oh, oui, ok. Voilà, puisque Nelson Mandela aimait bien la fête et la chanson et la musique, alors on va écouter ça. Avec plaisir. Voilà, Yann, on vient d'entendre donc un groupe très connu, célèbre donc. Oui, tout à fait. En fait, cette chanson intitulée The Glory Days est entièrement dédiée à l'ancien président sud-africain. Donc, dans cette chanson, on chantait, je cite, « Pour lui, d'être noir et de vouer sa vie à la lutte contre la discrimination raciale. Il n'a jamais cessé de son combat en croyant que l'avenir peut être changé. » Donc, à vrai dire, que la génération 70-80 en Chine ont tous
grandi avec cette chanson qui les a encouragés de poursuivre la liberté et la démocratie. Asbel, en Colombie aussi, on a grandi avec la génération Mandela, alors? Oui, bien sûr, en Colombie. Et puis sa mort fait des échos parce que comme la Colombie est dans un processus de paix avec la guérilla des FARC. Et justement, mon journal a titré Réconciliation, l'héritage immortel de Madiba. Et en fait, cette image du leader qui est capable d'aller en prison pendant presque 30 ans, sortir et pardonner, c'est quelque chose qui fait vraiment... Il faudrait un Mandela colombien, c'est ça? Exactement, oui. C'est une source d'inspiration pour les Colombiens et on espère avoir un Mandela qui puisse nous donner la paix en Colombie. Avant de regarder ensemble les dessins que nous ont fait nos dessinateurs pour Mandela, évidemment, un dernier mot peut-être, Liesl, qu'est-ce que vous pourriez rajouter aujourd'hui? Est-ce qu'on est inquiet aujourd'hui, tout de même en Afrique du Sud, parce que l'heure est au recueillement, à la fête aussi, enfin, une fête triste, enfin, c'est un petit peu les deux sentiments qui sont partagés. Est-ce qu'il y a aussi de l'inquiétude sur ce qui va se passer après Mandela? Oui, je pense qu'il y a une inquiétude. Ces dernières années, l'économie sud-africaine a progressé, mais il reste un grand écart entre riches et pauvres. Il y a beaucoup de problèmes de corruption et un problème que ces derniers jours, beaucoup de journaux en Afrique, dont le reste de l'Afrique a évoqué, c'est le manque de vrai leadership, des figures en tête de nos pays, comme Mandela, qui était un exemple. C'est ça qui nous inquiète. Est-ce qu'on va rester avec des problèmes politiques, des problèmes politiciens? Vous savez, en Afrique du Sud aujourd'hui, le président Jacob Zuma est assez contesté, il y a des scandales de corruption. Donc, Mandela était un vrai exemple de leadership, mais sur tellement de différents niveaux. Il a hérité d'un pays meurtri, la fin de l'apartheid, comme disait Marie-Roger tout à l'heure. Vraiment, les 4 ans, entre 90 et 94, les négociations avec les nationales pour un partage de pouvoir et pour aller éventuellement à une première élection démocratique libre étaient très, très, très tendues. Et si ce n'était pas pour la stature de Mandela, son sagesse et la façon dont il s'est imposé à ces négociations, à tout moment, ça pouvait dérailler. Et l'Afrique du Sud pouvait sombrer dans la guerre civile. On ne peut pas oublier ça. Donc, c'est grâce à Nelson Mandela qu'on a l'Afrique du Sud qu'on a aujourd'hui. Mais c'est un précieux cadeau. Et beaucoup de commentateurs ont dit ces dernières 48 heures, c'est que vraiment, pour faire honneur à Nelson Mandela, il faut qu'on continue à respecter des valeurs de démocratie, de droits de l'homme, la justice, la liberté de la presse, qu'on continue à mettre beaucoup d'argent dans l'éducation, qui était quelque chose qui était très cher à Mandela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau d'éducation en Afrique du Sud. Donc bon, peut-être ce sera l'occasion pour nous de revoir un peu et mettre des choses en ordre pour l'avenir. Merci Liesl Louvautran d'avoir été avec nous en direct donc depuis Johannesburg. Un dernier mot, Marie-Roger, pour conclure. Je crois que c'est très important de parler de leadership, comme a dit Liesl, son style de leadership. Je disais tout à l'heure qu'il avait, dans la première interview, ébauché une certaine vision. Mais Mandela s'est vite rendu compte que ce n'était pas son truc. Il y a des gens qui connaissaient mieux ces choses-là que lui. Et même lorsqu'il était président, c'est Thabo Mbeki qui gérait le quotidien. Il se disait, moi, je suis la figure tutélaire, c'est moi qui monte, j'ai la vision, je dois fédérer les gens. Le rassembleur. Et le rassembleur. Et il était toujours un petit peu en retrait. Et il faut rappeler, surtout dans un contexte africain, au bout de 5 ans, il a quitté le pouvoir. Il aurait pu rester, il était au fait de sa gloire. Tout le monde voulait Mandela, mais il voulait montrer l'exemple que il a toujours eu une forme de détachement vis-à-vis du pouvoir. Presque comme un demi-dieu, Marie-Roger, peut-être. C'est un petit peu comme ça que le voient nos dessinateurs. Regardez, Kishka, 95 ans, c'est jeune, trop jeune pour un demi-dieu, nous dit Kishka. Mais justement, il était très conscient de ses Autre défauts, dessin, regardez Marie-Roger, celui qui est signé par Kroll. C'est peu dire, mais j'ai vraiment beaucoup entendu parler de vous. Voilà, on comprend quand on voit le dessin. Et puis, 2 dessins à regarder tout de suite de notre ami Dilemme, Mandela, de la prison à la postérité. Encore des barreaux, voilà, avec le portail qui ouvre au paradis. Qui sait s'il existe. Et puis donc encore un dessin de Dilemme, avec ce magnifique drapeau qui a d'ailleurs fait donc la une
du quotidien Liberté en Algérie, avec tous ces drapeaux réunis en un seul drapeau. Allusion à tous les drapeaux en berne, hein, vraiment un peu partout dans le monde. Les pays se sont successivement mis d'accord finalement pour mettre leur drapeau en berne. Voilà pour cet hommage aujourd'hui à Nelson Mandela. On va poursuivre cette émission avec notre rubrique Les sujets à la une. Alors c'est la Centrafrique qui est au cœur de l'actualité cette semaine, évidemment avec le coup d'envoi de l'opération Sangaris. C'est le nom d'un papillon éphémère, tout un symbole. Donc 1600 soldats au total au lieu de 1400 prévus initialement. Les blindés français patrouillent dans Bangui. Ils ont commencé à se déployer aussi dans l'ouest du pays. Ils ont l'ordre de désarmer les milices et les groupes armés par la force s'il le faut. Il faut dire que la situation en Centrafrique s'est encore une fois sérieusement détériorée cette semaine avec des violences qui, au cours de ces derniers jours, ont fait près de 400 morts selon un bilan officiel. On va regarder ensemble tout d'abord, évidemment, cette une française avec Libération qui nous parle d'un gendarme en Afrique. On va se poser la question dans un instant. Et puis d'autres unes, évidemment, qui nous viennent du continent africain avec au Cameroun une bataille, plusieurs fronts. Et puis, cette une qui nous vient du RD Congo avec Africains et Français revisitent leur modèle de coopération. Allusion donc à ce sommet qui a eu lieu donc en même temps, on peut dire, à Paris, le sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. On va voir les images avec cette photo de famille. Autour de François Hollande étaient rassemblés une quarantaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement. Un sommet donc qui a été marqué évidemment par la disparition de Nelson Mandela. Une minute de silence a été observée au moment où on a ouvert les débats. Et puis très vite, donc la situation en Centrafrique a dominé les débats. Tous ont donné leur soutien à la France, mais sur le fond, l'idée, c'est qu'un jour, le continent puisse se défendre seul. Je vous propose qu'on écoute tout de suite François Hollande qui a accordé hier donc une interview exclusive à TV5 Monde, RFI et France 24. C'est parce que les Africains ne veulent plus faire appel à des forces amies, mais étrangères au continent africain, en l'occurrence la France, qu'ils veulent constituer par eux-mêmes une capacité d'action et de projection qui leur permettra demain d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Alors, la question, c'est d'abord sur la Centrafrique. Est-ce que la France avait d'autres choix que de ne pas intervenir? Je vais inverser la question, en fait. Ça. Effectivement. C'est toujours pareil. Les gens disent la France d'armes l'Afrique. Oui, dans les faits, c'est ça. Mais comment faire autrement? C'est évident que les pays africains n'arrivent pas à se défendre. La plupart, et à quelques exceptions près, s'il y a une vraie attaque, ils ont du mal. On a vu au Mali, si la France n'était pas intervenue, le Mali serait maintenant un repère de djihadistes. On ne sait même pas ce qu'il serait. Donc, on a aujourd'hui, c'est pas juste de la défense contre des coups d'État ou des choses internes. C'est un danger de déstabilisation par aussi des forces extérieures ou alors ce mélange entre, je dirais, des revendications politiques et l'intervention de l'islamisme religieux, par exemple. Vous avez vu, la Centrafrique, on est passé d'un simple coup d'État à quelque chose qui ressemble au Rwanda, qui ressemble à une guerre de religion. Et on a le Nigeria à côté avec son Boko Haram, on a c'est une zone extrêmement fragile. Et donc, il est évident que si on laisse dégénérer tout ça, tout le monde sera en danger. Et on a vu au Cameroun aussi, il y a déjà des prises d'otages. Bon. Et les Africains ont besoin d'aide. En ce moment, on a vu jusqu'à maintenant, ça fait des mois et des mois qu'on massacre en Centrafrique, c'est rien passé. Et il y a des pays qui ont une force d'action rapide, c'est la France. Elle a l'habitude, elle a déjà des bases en Afrique, etc. Elle peut le faire maintenant. Et je crois qu'il faut un petit peu qu'elle est la mieux à même d'intervenir. Elle est la mieux à même et l'ego, elle est un petit peu seule dans cette histoire, tout de même.
C'est la réalité. C'est une vieille tradition qui se perpétue, mais maintenant pour des bonnes raisons. Et comme on dit, j'espère que ça va vraiment être la base d'une force africaine rapide. Christian, je vous vois réagir. La France, les gendarmes de l'Afrique, par défaut, parce que tout le monde s'est sauvé. Parce qu'il n'y a personne qui lève le doigt pour dire présent. Voilà. La France est la seule. Alors, il y a l'Union européenne qui donne des aides financières, les États-Unis aussi. Qui donne des aides financières, tout ça, mais tout le monde se sauve. Moi, je prends l'exemple du Canada, de l'intervention de la France au Mali. Le Canada a tout fallu, hein, ça a tout pris. Ça a pris 3 semaines de discussions intenses au Conseil des ministres pour prêter un avion. Un avion pendant 3 semaines. Et c'était renouvelable. Hein, il fallait en discuter avant de leur prêter une deuxième fois. Mais tout le monde fait comme ça. Le seul qui ne fait pas ça, c'est la France, je dirais, dans le contexte actuel. D'ailleurs, la France est le seul pays qui a encore des bases militaires en Afrique, sauf Djibouti, où les Américains ont une base, mais qui est tournée vers le Moyen-Orient. Donc, je dirais que la France, quelque part, elle a une responsabilité, c'est vrai. Mais en même temps... Elle a aussi des intérêts économiques, c'est un petit peu ce que vous dites dans votre article. Vous avez écrit un article cette semaine dans Le Devoir. En même temps, je crois que l'Afrique est aussi une chance pour la France. Et ça, peut-être que la France est en train de le comprendre. Moi, j'ai beaucoup remarqué la réunion qui s'est tenue à Bercy avec 600 hommes d'affaires de partout, africains, qui a précédé français. Le sommet sur la paix et la sécurité. Absolument. C'est la première fois que ça se tient en France et où on parle très clairement de participer à la croissance africaine. D'être et essayons de savoir ce que ça veut dire pour la francophonie, ça, hein, parce qu'on sait que dans une vingtaine d'années, 80% des francophones seront en Afrique, si ça se passe bien. Hein, parce qu'ils pourraient aussi décider d'apprendre l'anglais. Ah oui, hein? ça commence. Ils sont capables. Ils savent le faire. Donc, je pense qu'il y a une chance pour la France là-dedans entre la vieille politique de la France-Afrique que la France traîne là, ces espèces d'accointances avec les dictateurs et la banalisation, parce que les socialistes eux répondaient à la France-Afrique par la banalisation. Non, l'Afrique ça n'existe pas. On regarde ailleurs, on fait autre chose. Mais je pense qu'il y a une troisième voie à développer et peut-être que François Hollande a une chance de faire ça, à la fois par ses interventions militaires, mais aussi par l'ensemble de sa diplomatie et par sa présence économique sur le continent, non pas pour piller les richesses naturelles des Africains, mais pour aider, pour financer, pour aider le développement de l'Afrique, parce qu'il y a un continent qui ne s'est pas développé encore, c'est l'Afrique. Et tout le monde le sait que ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on dit en Chine? Est-ce qu'on suit la situation en Centrafrique? Est-ce qu'on sait que la Chine a énormément d'intérêt en Afrique? Oui, je pense que derrière tout ça, il y a une raison économique, justement. Parce que déjà, je pense que pour la Chine, la relation avec l'Afrique est très importante, surtout avec l'Afrique du Sud. Pour la Chine, il s'agit d'une coopération pragmatique entre les deux pays BRICS. Dernièrement, les pays BRICS ont beaucoup parlé de la possibilité d'établir les nouvelles banques d'exploitation et de développement qui pourraient remplacer même la Banque mondiale en Afrique et en Amérique du Sud. Donc aussi, on peut voir dans le sommet climatique de l'ONU, il y a tous ces pays émergents, des économies émergentes comme la Chine et l'Afrique du Sud qui se sont réunis pour les Chinois. Est-ce que ça inquiète les Chinois, le fait qu'il y ait des pays comme ça où la situation dégénère? Parce qu'en fait, surtout, ce sont des pays qui se réunissaient pour défendre une nouvelle position qui est différente que celle des pays occidentaux il y a un certain temps. Donc c'est une nouvelle stratégie en fait. Alors la France-Afrique est-elle derrière nous? Ça, c'est le soir d'Algérie qui nous dit ça dans cette une. Hein. On peut aussi se poser la question. Il y a toujours ce terme. On parle de France-Afrique. Après, on a parlé de Chine-Afrique justement. Rappelons que l'action économique de la Chine en Afrique est très critiquée. Hein. Est souvent très critiquée, qualifiée de néocolonialiste, très souvent, par certains dirigeants africains. Marie-Roger, est-ce que ça aide ou est-ce que ça aide au développement africain? Il y a des critiques, mais à la base, quand même, la Chine finance beaucoup le développement de l'Afrique de manière très simple, directe et efficace. Donc maintenant qu'il y a des aspects critiquables, ils sont en train d'être corrigés aussi, parce que c'est ça les Chinois qui frappent. C'est-à-dire quand on les critique beaucoup, ils écoutent et on voit des améliorations. Mais pour revenir à on dit les intérêts économiques de la France, mais enfin,
il n'y a pas de honte à avoir des intérêts économiques quelque part. Ce qui ne va pas, c'est comme il a dit, c'est le pillage. Mais si on dit, comme l'a dit le patron des patrons ivoiriens, au fameux sommet de Bercy où j'étais aussi, il a dit, arrêtez de dire que vous voulez nous aider. Dites qu'on veut faire des affaires, maintenant, d'égal à égal, que ce soit gagnant-gagnant. Mais cette histoire, on veut aller aider l'Afrique, non, on vous aide aussi. Parlons clairement des choses. On peut faire des affaires ensemble de manière honnête, claire et transparente. Donc, c'est bien que la France ait des intérêts. Comme ça fait qu'elle s'intéresse à l'Afrique d'une autre façon. Et c'est ce que veulent les Africains. Vous avez vu, il y avait 600 personnes. C'est-à-dire que les Africains sont intéressés à avoir des relations avec la France. Mais plus celles d'avant, mais celles qui développent aussi le continent. Et si c'est comme ça ira bien. Marie-Roger, on va regarder ensemble, Christian Asbel et puis Johan. On va regarder ces deux dessins sur donc la Centrafrique et sur ce sommet qui a dominé l'actualité cette semaine, notamment en France et puis en Afrique. Sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, nous dit Kishka, paix et sécurité, d'accord, mais dans quel ordre? Et puis autre dessin, celui de Dilemme, avec il fait donc référence aux obsèques de Mandela, qui auront lieu en Afrique du Sud évidemment cette semaine, dimanche prochain. Hollande se rendra en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous déposer à Bangui, demande un soldat français. Je vous propose qu'on remonte le temps à présent avec cette rubrique. C'était il y a. Ah, un petit souci d'image, c'est pas grave. Ces images, elles nous viennent d'Asie avec tous ces élèves asiatiques qui arrivent en tête du classement PISA. Est-ce que vous avez votre bac PISA? J'ai envie de vous poser la question. C'est un rapport qui est donc publié par l'OCDE et qui classe donc les élèves de chaque pays participant. Une soixantaine de pays participent. Et donc en tête de classement, eh bien, ce sont les pays d'Asie. Shanghai en tête, Singapour, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud, Macao, Japon. Voilà, tout est dit. Alors, est-ce que les élèves d'Asie sont les meilleurs élèves du monde? C'est la question qu'on peut se poser. Ce sujet a fait un petit peu la une un peu partout dans le monde. On va en regarder quelques-unes ensemble, notamment en Espagne, l'éducation stagnation avec la Vanguardia. Ce quotidien également en Norvège, qui était pourtant pas trop mal placé, mais qui a perdu pas mal de place depuis le dernier classement. Après 10 ans des écoles plus coûteuses, 43 réformes, eh bien notre classement reste moyen, s'inquiète la Norvège. En Australie également, nous ne favorisons pas la réussite de nos enfants. Et puis au Brésil, le Brésil progresse mais reste parmi les plus mauvais, nous dit au Globo. Et puis évidemment au Japon, on est plutôt content puisqu'on arrive plutôt en tête de liste de ce classement, The Japan Times, nos enfants parmi les meilleurs en lecture et en sciences. Donc je me tourne vers vous, Johan. C'est vous les meilleurs? En fait, je pense que le test PISA reflète bien une réalité dans le système de l'éducation dans l'Asie de l'Est. C'est l'ultra-importance consacrée à la mathématique et à la science. En fait, non seulement les tests PISA, il y a aussi des tests comme GRE et TOEFL du système américain. On peut voir que les premiers sont souvent des pays dans l'Est de l'Asie. Mais je pense que ce bon résultat n'est pas sans prix parce que nous savons tous que les charges des études des élèves chinois sont parmi les plus rythmes lourdes. Sont pas du tout les mêmes. Exactement. Et parce qu'en fait, en réalité, l'accès à l'université est l'un des rares moyens pour des enfants des milieux ruraux d'entrer dans les grandes villes, voire petit à petit grimper dans l'échelle sociale. Donc du coup, comme la Chine a une grande population, donc les enfants subissent dès leur enfance une grande concurrence cruciale. Dès la primaire, en fait, on s'inquiète de l'université où on pourrait s'inscrire plus tard. Exactement. Donc, ils ont subi une concurrence cruciale à tous les niveaux. Donc ils ont compris dès l'enfance que c'est la diligence et les efforts qui peuvent changer leur destin. Donc, je crois que c'est ça le motif derrière leur réussite scolaire. Alors, les méthodes d'éducation, là aussi, vous avez écrit un article. Christian, ça vous a titillé, ce classement PISA, qui est contesté, contestable, je ne sais pas. Oui, je pense très contestable. Cette
années, ce sont les pays asiatiques qui sont la coqueluche des tests PISA. Il y a quelques années, c'était la belle Finlande, vous savez, avec ses méthodes cool, son école super sympathique, où on était très, très amis avec les élèves, on n'avait pas de notes et tout ça. Alors on s'y perd un peu, je dirais, dans les tests PISA en suivant les années. Et moi, je crois qu'on surestime très largement l'importance de ces tests qui évaluent finalement très peu de choses. Il y a des examens qui sont passés en maths, en sciences, en français. Oui, mais les tests PISA n'évaluent strictement aucune connaissance. On peut ne pas savoir qui a découvert l'Amérique et passer les tests PISA. On peut ne pas connaître la capitale de son pays et passer les tests PISA. Ça évalue des connaissances minimales en lecture et en mathématiques, mais vraiment minimales. La France a autant de médailles Fields en mathématiques, le prix Nobel de la paix, que les États-Unis. Hein? Elle a 5 points de population. Elle a autant de prix Nobel de mathématiques en France qu'aux États-Unis. Et elle se classe mal, semble-t-il, dans les tests PISA. Ça ne veut pas dire que les tests PISA ne veulent rien dire. Ils indiquent notamment pour la France que la France a des problèmes avec le dernier quantile, je dirais, de ses élèves dans les milieux très défavorisés. La France fait très, très bien dans les milieux avancés. D'ailleurs, il y a une centaine d'écoles françaises à travers le monde et ce sont les élites qui veulent y aller. Hein. On veut aller à l'école française parce que c'est une école de très haut niveau. Elle fait plutôt bien dans les milieux intermédiaires, mais elle fait moins bien dans les milieux les plus difficiles. Le Québec, lui, je dirais, se tape sur la bedaine ou se flatte en se disant qu'il est très bon en mathématiques et il réussit très bien. Pourtant, nous avons un taux de décrochage scolaire absolument effarant, absolument inquiétant, qui n'existe pas en France, qui n'existe pas en Asie, qui n'existe pas en Europe. Donc, on ne peut pas évaluer un système d'éducation et faire de la politique avec des tests comme ça, comme fait M. Payon, comme font tous les hommes politiques à tous les 3 ans, à chaque fois que les PISA sortent. Je pense qu'il y a une autre réalité, une réalité un peu triste pour la Chine, c'est que dans la plupart des cas, les meilleurs élèves chinois vont finir par entrer dans les universités américaines ou en Europe. Donc en fait, l'ultra-importance accordée à l'apprentissage de la mathématique et de la science, pour nous, peut-être c'est juste précoce, mais pas forcément utile. Rapidement, peut-être une réaction, Asbel. Alors, en Colombie, est-ce qu'on a suivi? Vous êtes classé dans ce classement Oui, PISA, mais on a raté PISA. Donc, ça me rassure ce que dit Christian, parce que nous, on est 62 sur 65. Pire que nous, dans la région, il n'y a que le Pérou. Et on a chuté de 10 places par rapport à 2009. C'est vraiment là la plus grande régression dans la classification. Et donc, tout le monde était affolé. Et donc, le bouc émissaire, c'est les profs. Mais il semblerait effectivement qu'il y a un problème de sélection des profs. C'est-à-dire que les gens qui ont les moins bonnes notes dans notre baccalauréat vont faire devenir prof et pas ingénieur, par exemple. Donc, c'est vrai qu'apparemment, le système éducatif colombien ne fait pas des bons profs. Enfin, il n'y a pas des bons profs qui font ça. Et puis, ça met l'accent sur le fait qu'il faut sélectionner des bons professeurs pour avoir des bons élèves. Un détail quand même, concernant le bonheur à l'école, nous, on est 5e. Ça, il n'y a aucun problème. Du bonheur. Ah, oui, et par contre, le Pérou est premier, donc c'est peut-être pas un très bon critère d'évaluation. On doit être 2e, nous. Ça à prendre en compte tout de même le bonheur à l'école, Marie-Roger. Alors, pour l'Afrique, il n'y a pas de classement. Non, ils ne sont même pas classés. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'il y a des problèmes énormes. Le problème essentiel étant que tout s'est détérioré dans la plupart des cas parce que les pays africains n'ont pas réussi le saut entre l'éducation d'un petit nombre au début et l'éducation de masse avec la population qui s'est multipliée. Et également, il y a un problème budgétaire, il y a un problème de formation, il y a tous les problèmes. Et je crois que on a déjà fait la liste chaque fois de tout ce qu'il y a à faire. Mais est-ce que l'essentiel, ce n'est pas d'être heureux à l'école, comme le disait Asbel? Mais l'essentiel, c'est d'être heureux aussi un peu plus tard. Oui. Si on n'est pas formé, qu'on est sur le tarmac, on peut dire. Je vous rassure, Marie-Roger, parce qu'il y a des professeurs africains qui viennent enseigner au Québec et qui sont très aimés parce qu'ils sont très cultivés. Or, les PISA n'évaluent pas la culture de quelqu'un. La culture n'est jamais évaluée dans les tests PISA. Ils sont meilleurs en orthographe, ils sont meilleurs en français très souvent, ils sont plus cultivés souvent qu'un certain nombre de nos professeurs à nous et nous les apprécions énormément à cause de ça. Et les PISA n'évaluent pas ça. Ils sont formés où? Ils sont formés où en général? Ils sont formés en Algérie, ils sont formés en Algérie, d'accord. Non, l'Algérie, c'est ils sont formés en Afrique. L'éducation, c'est bon. Asbel, vous dire un mot, après on passera à la suite de l'émission. Il semblerait que si vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon pour le reste et vous allez
allait avoir du succès. Enfin, ce qui est difficile. Alors, est-ce qu'on est bon en maths en France? Visiblement pas. Regardez ce dessin de dilemme. Les Français ont des lacunes en maths. Et oui, il faut se dire, on aura reconnu Monsieur François Hollande. Je ne comprends pas, d'après mes calculs, ça devait baisser. Voilà, avec la courbe du chômage. Nous allons passer à présent avec notre rubrique. Donc, c'était il y a. C'était il y a 20 ans, l'un des plus grands, l'un des plus célèbres barons de la drogue tombait sous les balles de l'armée colombienne. Le 2 décembre 1993, en cavale depuis des mois, le baron de la drogue Pablo Escobar est abattu par une unité spéciale de l'armée. À la tête du cartel de Medellín, l'homme était devenu l'ennemi public numéro 1 de la Colombie et des États-Unis, après avoir provoqué une guerre sanglante pour échapper à son extradition. Dans les années 70, la Colombie s'était convertie en plaque tournante du trafic de la cocaïne. Dans un pays déchiré par les mouvements de guérilla, l'économie de la drogue se développe dans l'indifférence des politiques, dont les campagnes électorales sont financées par les narcotrafiquants. À Medellín, Pablo Escobar est devenu l'homme fort d'un cartel de distribution de la drogue et l'une des plus grandes fortunes de la planète au début des années 80. En finançant stades et logements sociaux, il cultive sa popularité et se fait même élire député suppléant. Pourvoyeur de travail et grand propriétaire foncier, le narcotrafiquant a acquis le soutien populaire et une véritable assise sociale. Mais après l'assassinat du ministre de la Justice en 1984 et les attentats contre le journal El Espectador, l'État colombien pressé par Washington va déclencher une confrontation sanglante avec les barons de la drogue. La menace des extraditions vers les États-Unis porte la guerre à son paroxysme à la fin des années 80. Le terrorisme fait des milliers de victimes et ébranle les institutions. 3 des candidats à l'élection présidentielle sont abattus. En 1991, l'État négocie finalement la reddition de Pablo Escobar en lui accordant une prison dorée en Colombie. Il s'enfuira moins de 2 ans plus tard et ne sera abattu qu'après une longue traque et de nouveaux attentats meurtriers. Sa mort sonne le glas des grands cartels colombiens, mais n'infléchira guère le trafic de la drogue ni la violence dans une Colombie aux prises avec de nouveaux réseaux, les guérillas et des groupes paramilitaires. Voilà, retour sur le plateau de TV5 Monde pour Kiosque. Alors, cet anniversaire, il y a 20 ans, la mort de Pablo Escobar. Asbel, vous êtes donc colombien. Parlez-nous de ce Pablo Escobar. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on parle de lui? Est-ce que j'ai vu, on va regarder ensemble, c'est une de la presse, évidemment, en Colombie. On a souligné, on a parlé de cet anniversaire. Oui, bien sûr, parce que c'est une page noire de l'histoire de la Colombie. Je voudrais rappeler que Pablo Escobar, on dit, bon, c'est le plus grand criminel de la Colombie, mais il faut se rappeler, par exemple, qu'il a fait exploser un avion en plein vol. Oui, 107 personnes sont mortes. J'ai eu un prof de l'université qui est mort dans cet avion, dans l'explosion de cet avion. Et c'est incroyable. Enfin, quand je repense à cette histoire, moi-même, pour moi, semble irréel qu'un homme et puis regarder fixement l'État colombien et le défier de la façon dont il l'a fait. On était un pays relativement en paix, et puis tout d'un coup, la violence arrive dans les villes, et on voit exploser. Il était à la fois détesté et adulé, puisque encore aujourd'hui le mythe persiste. Et exactement, il y a le Pablo Escobar, il y a même une ancienne amant qui a écrit un livre, Aimons Pablo, haïssons Escobar. Et donc il y a ces deux aspects du personnage, parce qu'il a donné beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux, et il a fait construire un quartier à Medellín. Donc pour beaucoup de gens, il a fait des bonnes choses, et il a remplacé l'État pour ces gens-là, qu'il admire toujours, et qui éprouvent de l'amour, de la reconnaissance. Il avait même proposé, il était une énorme fortune, il avait proposé de payer la dette du pays. Oui, exactement. Je crois que pour la Colombie, c'est l'entrée presque dans la mondialisation, dans l'aspect pervers de la mondialisation, de la modernité, de cette personne qui est capable de vendre un produit et puis amasser une immense fortune. Et comme lui, après, il n'y a pas eu comme lui. Donc la Colombie s'est un peu réveillée, s'est rendu compte du monstre qu'elle avait elle-même créé, parce que c'est la même société colombienne qui l'a créée. Et donc, après une longue bataille, on a pu le neutraliser. Et maintenant, il n'y a plus de grands Pablo Escobar. Il y a des petits Pablo Escobar. Oui. Est-ce qu'il y a eu des successeurs à ce baron de la drogue? Non, il n'y a plus. Il y a des petits chefs, disons, qui arrivent à être des grands narcos. Donc, par exemple, en juillet, il y a David le Fou Barrera qui était extradé. Et il avait quand même 48 voitures, 400 immeubles.
Enfin, c'est un narco très riche, mais il n'a jamais eu, enfin, jamais il va avoir le pouvoir qu'a eu Pablo Escobar. Et ce qui est aussi intéressant et particulier dans la nouvelle situation, c'est que ce David Barrera, il a fait des liens avec les FARC, donc la guérilla de gauche. Ce dernier baron qui est maintenant extradé donc aux États-Unis, oui, il était en lien avec les FARC. Donc, mais il a aussi des liens avec les groupes d'extrême droite, les BACRIM, les bandes criminelles. Il jouait sur les deux tableaux, en fait. Oui, en fait, pour faire de l'argent, tout est beau. Oui, exactement, l'idéologie ne compte pas. Et c'est ça la nouvelle donne, disons, en Colombie, qu'il y a d'un côté les FARC, qui sont devenus un des grands acteurs du trafic de drogue en Colombie. Et selon une étude récente, ils seraient responsables de 60% de la production de cocaïne en Colombie. Et 1,5 milliard de dollars chaque année pour les FARC. Ça reste une économie donc c'est énorme. Non négligeable. Donc s'il y a un cartel en Colombie, on dit que c'est les FARC. Et donc ça pose problème vis-à-vis de tout le processus de paix qui est maintenant en cours en Colombie avec le gouvernement. Le gouvernement, exactement. Parce que bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont laisser cette affaire tellement juteuse? Comment ça va se passer? Comment faire pour que... Parce que c'est énorme, c'est une grande quantité d'argent. On va regarder donc deux unes. Alors la une de votre journal, El Tiempo, 20 ans depuis la chute d'Escobar. Et puis cette autre une qui nous vient des États-Unis, la Floride, El Nuevo Herald, une blessure toujours ouverte en Colombie. Alors est-ce qu'ailleurs, dans vos pays respectifs, on se souvient de Pablo Escobar? Est-ce que c'était aussi une personnalité connue? Alors, non seulement on se souvient, mais la Colombie continue à être une source de trafic de drogue pour l'Afrique. Il y a des pays qui sont devenus des narco-États avec justement des produits venant de Colombie, la Gambie, en particulier la Guinée-Bissau, où on destitue des pays, des présidents, des généraux. Il y a des gens qui s'assassinent entre eux. Et je dirais toute l'Afrique de l'Ouest est maintenant menacée. C'est un des gros problèmes en Afrique. Quand on parle de sécurité, il n'y a pas que le djihad et les islamistes, mais il y a aussi ce problème de trafic de drogue où l'Afrique est devenue un transit avant l'Europe. Et beaucoup, la Colombie est montrée du doigt. Et Pablo Escobar il a contribué à donner donc cette image de la Colombie, c'est le cartel de Medellín, alors que la Colombie, c'est aussi le café et aussi Shakira. Les gens l'oublient. Shakira, bon, Christian Rioux, Shakira ou Pablo Escobar alors? Escobar est très connu chez nous. C'est l'époque où la cocaïne est arrivée au Canada. Le Canada est un grand marché pour le cartel de Medellín. Mais moi, sa famille aussi, semble-t-il, est passée par le Canada après sa mort. Mais ce qui me fascine, c'est comment Escobar est en train de devenir une sorte de grand hors-la-loi de Billy the Kid, je dirais, peut-être de notre époque. On a fait une série télévisée, livre, vous disiez. Et il y a même une marque de vêtements. Son fils a même lancé une marque de vêtements qui n'est pas distribuée dans son pays, mais dans le reste du monde, où il y a la carte d'identité de Pablo Escobar qui est imprimée sur les vêtements. Donc une marque de vêtements au nom d'un grand criminel, comme quoi on récupère tout ça. En Chine, est-ce qu'il y a des grands barons comme ça qui auraient cette stature à la Pablo Escobar? Je pense que c'est une personnalité un peu lointaine, mais on connaissait tous en fait ces histoires à travers les films. Voilà, et c'est une personnalité vraiment légendaire en fait pour nous. Voilà, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur Pablo Escobar. Un mot peut-être, Asbel, je crois que cette semaine, les FARC ont proposé justement une conférence sur le trafic de drogue. Oui, c'est une conférence internationale sur le trafic de drogue, mais bon, je pense que c'est plutôt pour dévier l'attention, parce que au fond, la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec la protection qu'ils font aux narcos, aux laboratoires et tout l'argent qu'ils ramassent pour la drogue. Ça, c'est la question. Ils réclament aussi la participation des Américains et de l'Europe. Oui, exactement. Ils veulent parler de la responsabilité des Européens, des États-Unis. Je peux dire un mot? Marie-Roger, oui. Oui, juste un mot, parce que... On arrive à la fin. À la fin, c'est juste, on parlait de la responsabilité de l'Europe. J'ai voyagé un jour avec un Colombien qui me disait il ne faut pas trop attaquer la Colombie parce que il y a des gens qui cultivent ce qui est rentable. Lorsqu'on fait du café, c'est le meilleur arabica au monde. Les prix sont très bas, on ne nous paye pas correctement. Donc, certains ont trouvé des produits
qui intéresse le monde et l'Europe et qui le café, c'est pas de la cocaïne tout de même. Il a eu cette conversation. Marie-Roger, je suis obligée de vous interrompre, on arrive à la fin, désolée. On va regarder tout de même ce dessin assez rigolo quand même de Kishka. Vous voyez notre Pablo Escobar, pas du tout notre d'ailleurs. Je pourrais dire votre Pablo Escobar, Asbel, si vous me permettez. Voilà, en train de sa façon à lui de boire une certaine boisson gazeuse. Et puis, ça a beaucoup inspiré nos dessinateurs. Dilemme aussi. Les barons de la drogue pleurent toujours Pablo Escobar. Sniff, sniff. Voilà. Voilà pour clore cette émission. Une dernière image avant de nous quitter avec, vous savez qu'on a l'habitude de faire le tour du monde des kiosques, avec celui-là, il nous vient de Lumumbashi, donc en RDC. Voilà, ce kiosque avec ses journaux à terre. Ça vous parle, Marie-Roger? Eh oui. Voilà. Oui. Ainsi prend fin cette émission. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci pour votre fidélité. Kiosque, ça continue évidemment sur les réseaux sociaux et puis sur notre site, sur tv5monde.com. Merci de votre fidélité et on se retrouve évidemment la semaine prochaine.